comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. 32, ils étaient 32. Au départ, en octobre, il n'en reste plus que 2. Les Hurricanes de la Caroline qui accueillent les Golden Knights de Vegas pour les duels 1 et 2. La finale de la Coupe Stanley se met en branle ce soir, ici, à TVA Sport depuis Raleigh. Exit le Canadien. Le bilan est scellé dans la boîte. On suit de proche les travaux de la firme Gorton Hughes Associates, mais en attendant, on risque d'avoir une superbe finale sous la main. Le commissaire Gary Bettman s'entretient avec les médias à la couverture de cette finale. Son allocution annuelle, essentiellement, il a parlé de peu de choses et certainement pas de son départ allégué, comme l'ont laissé entendre certains plus tôt aujourd'hui. Tout de suite à Raleigh, aux premières loges de cette finale, mon camarade Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien, Jean-Charles. Une très, très belle journée en Caroline ici. D'ailleurs, température, je dirais, similaire, étrangement, à celle de Montréal aujourd'hui. C'est rare qu'on voit ça, mais ça arrive. On va le prendre, mon cher Renaud. On va le prendre. Bienvenue en juin. Oui. Alors, un mot peut-être en commençant sur le départ allégué de Gary Bettman. On dirait que c'est une marotte depuis 3-4 ans. Là. On parle tout le temps de Gary Bettman qui prépare sa sortie. Qu'en est-il exactement selon tes infos? En fait, il travaille présentement justement sur un plan de remplacement. Et je pense que ce plan-là a plusieurs avenues, je te dirais. La première, est-ce que ça veut dire que éventuellement Bill Daly, qui est le commissaire adjoint, va monter d'échelon pour devenir commissaire? Est-ce que ça veut dire que Gary Bettman, lui, prend sa retraite et quitte complètement la Ligue nationale de hockey? J'en doute. Est-ce qu'il va demeurer comme consultant? C'est une forte possibilité. Maintenant, est-ce que ça veut dire aussi que Bill Daly serait commissaire de la Ligue nationale pendant des années? Pas nécessairement. J'ai l'impression que du côté du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, on tenterait éventuellement de trouver un candidat idéal, probablement plus jeune, pour amener des idées fraîches. Pas parce qu'on n'aime pas Gary Bettman ou encore Bill Daly présentement, mais ce sont quand même des personnes là, qui, surtout dans le cas de Gary Bettman, 74 ans, là, c'est toute une carrière pour le commissaire de la Ligue nationale, mais à quelque part, il faut trouver justement un remplaçant. Puis est-ce que Bill Daly, lui, veut être le remplaçant à long terme aussi? Ça, c'est l'autre question qu'on se pose. Et je pense que le rôle de Bill Daly, ça va être de trouver justement quelqu'un qui va pouvoir éventuellement amener du sang neuf à la Ligue nationale de hockey. Bref, on parle ici de spéculation, hein, Jean-Charles, parce que dans le fond, Gary Bettman, lui, il répète, il dit la chose suivante. On y pense, mais on n'est pas rendu là. Donc, il n'y a pas de plan qui va être présenté sous peu là, au gouverneur de la Ligue nationale de hockey. Donc, on va voir évidemment comment les choses vont évoluer. Mais au moins, on comprend maintenant qu'à 74 ans, Gary Bettman réfléchit sérieusement à son départ. Merci pour les éclairages, Renaud. Excellente nouvelle pour les Abitibiens qui vont suivre cette finale avec intérêt ce soir. Retour au jeu de Jay Lauzon. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, écoute, cette blessure là, qu'il a subie, là, rappelle-toi dans le dernier match face à la formation de Utah, le Mammoth, il reçoit un tir dévié directement au visage. Et à partir de ce moment-là, bien malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de jouer face aux Ducks d'Anaheim, n'a pas été en mesure de jouer non plus lors de la dernière ronde face à l'Avalanche Colorado. Donc, si la série s'était prolongée, est-ce possible qu'on l'aurait revu? Peut-être. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour et il va jouer le match de ce soir. Puis je peux te dire une chose, John Tortorella aujourd'hui a été très, mais très élogieux à son endroit en disant que c'est un gars qui est tellement fiable défensivement et qu'il est le type de défenseur que dans une rencontre, tu ne vas pas le remarquer, mais il fait tout bien. Et pour l'entraîneur-chef des Golden Knights, là, écoute, c'est un retour là, qui est bienvenu pour lui. Je suis tellement content
d'entendre l'entraîneur-chef des Golden Knights parler de cette façon à l'endroit de Jérémy Lauzon, parce que c'est pleinement mérité, Jean-Charles. Bien, je comprends donc. Il fera face à William Carrier. Ils n'ont pas été coéquipiers. Ouais. Ensemble, Lauzon était sous d'autres cieux. Non. Mais Carrier a bien des chums encore dans le vestiaire des Golden Knights et participe déjà à une 3e finale. Ce Québécois qu'on aime beaucoup, Carrier, un joueur d'identité propre de 4e trio, Renaud. Oui. Écoute, 3e finale en 9 ans. 2 finales avec les Golden Knights, comme tu l'as si bien mentionné. Champion de la Coupe Stanley il y a 3 ans. Et là, maintenant, c'est avec les Hurricanes là, qui va tenter d'obtenir une 2e Coupe Stanley dans sa carrière. Puis, c'est tellement une personne qui est le fun à côtoyer, qui fait un travail exemplaire. Rod Brind'Amour nous parlait d'un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. C'était évidemment de la musique aux oreilles de William Carrier. Mais maintenant, comment est-il? Tu sais, est-ce qu'il est encore nerveux à l'approche d'un match et d'une finale si importante? Est-ce qu'il y a encore des papillons? On va l'écouter ensemble. Ouais, ça, j'aime pas. Je pense que ça, j'aime pas. J'aimerais ça me sentir comme ça quand je me sentais comme plus jeune. Tu sais, OK, les nerfs, mais tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais pas à quoi t'attendre. Je pense que c'est plus vraiment l'inconnu. Tu sais, c'est un autre game. C'est juste un autre game. Les gars sont, comme je disais, les gars sont pas plus gros, ils sont pas plus forts. C'est les mêmes gars qu'on va jouer contre pendant la saison. Fait que je trouve que c'est pas compréhensible. Je suis en haut plus. Ouais, un peu plus dans le moment. J'ai perdu, les gars gagnent. La vie continue après. Fait que je suis le cerveau, moi, j'ai hâte de jouer, c'est hâte de t'es OK. On va aller butterfly un peu, mais c'est bon pour le front. Le jeu du chat et de la souris va être à l'honneur dans cette finale, Ron. Oh. Tu dis, écoute, ce sont 2 entraîneurs-chefs qui se respectent énormément. OK? J'ai parlé à John Tortorella qui m'a dit qu'il aurait adoré avoir un joueur comme Rod Brind'Amour dans sa formation. Mais pour revenir donc, lorsqu'il était entraîneur, évidemment, plus tôt dans sa carrière. Mais pour revenir à cette série-là, c'est tellement 2 équipes qui se ressemblent. C'est difficile, Jean-Charles, d'arriver avec des conclusions là, claires, nettes et précises en disant cette équipe-là va gagner. Quand on regarde les parieurs au livre, on nous dit que les Hurricanes sont favoris. Peut-être, mais je pense je ne veux pas dire que c'est un manque de respect à l'endroit des Golden Knights, au contraire, mais ça reste quand même que c'est fascinant de voir comment on travaille sur les détails. Les images que tu vois présentement. Jordan Staal, première affaire qu'il fait en sautant sur la glace, va voir Rod Brind'Amour. On avait fait du vidéo auparavant, évidemment, l'entraînement, puis là, on voulait d'autres détails. Les petits détails vont faire la différence, Jean-Charles, dans cette série-là. C'est une évidence, OK? Mais très difficile d'arriver avec des conclusions claires. Tu sais, l'an passé, là, je comprends, là, mes collègues là, de TVA Sport, ou peu importe, là, au Canada, là, tout le monde là, avait mis, à l'exception de moi-même, là, tout le monde avait mis les Oilers d'Edmonton gagnants de la Coupe cette année. Mais je pense que tout le monde y allait d'une espèce de faveur sentimentale. Ouais, un élan patriotique. Là, tu passais sur le pont Champlain, à Montréal, c'était écrit Go Oilers Go. Il faut être un peu craqué. Je m'excuse. Là. J'en avais fait une montée de lait avec toi. Là. Oui, je m'en rappelle. Mais tout ça pour dire que les Panthers, c'était une force de la nature, là, les Panthers de la Floride. Là, je vois 2 forces de la nature s'affronter, Jean-Charles. On va surveiller ça avec grand intérêt. Bonne soirée, bon match, mais c'est-à-dire à tantôt. On se reparle à la mise en échec. Avec grand plaisir. Oui, exactement. OK. On se parle tantôt. Salut Jean-Charles. OK, maintenant, par mesure d'immense transparence avec vous, on va vous présenter un extrait intéressant, certains diraient peut-être déterminant, du point de presse de Gary Bettman à Raleigh en marge du début de cette finale de la Coupe Stanley. Question-réponse. La question est de Jonathan Bernier, notre camarade du Journal de Montréal. La réponse, évidemment, par le commissaire Gary Bettman. Et vous comprendrez dans les circonstances que je me réserve le droit de ne pas commenter ni la question ni la réponse, mais par mesure de transparence et pour bien vous servir, voici ce qui s'est passé entre Jonathan Bernier et Gary Bettman dans les dernières minutes.
I just want to know where you're at with the next French TV deal. It continues to be a work in progress. The media markets are fairly complex these days as they evolve. I am confident that there will be robust distribution of our games on a French-speaking platform when we get to next season. I'm not concerned about that. What it looks like, we continue to work on. Alors voilà, et je n'ajoute absolument rien à ceci. La suite, je présume, le plus tôt possible, sera le mieux. Tout de suite, Jean Houle de TVA Nouvelles à Ville de Saguenay est avec nous. Jean, ça ne s'était pas vu depuis 1991. Un défilé des champions dans les rues de Chicoutimi. Oui, voilà, et ça vient de commencer il y a quelques minutes à peine. Jean-Charles voyait les joueurs qui installés dans des décapotables qui traversent la rue Racine jusqu'à l'hôtel de ville. Vous voyez les gens donc qui sont massés, qui saluent les champions. Il y a peut-être une différence, Jean-Charles, depuis 1991. Les téléphones cellulaires qui viennent filmer l'événement. Et à ce moment-là, évidemment, pour les joueurs, c'est un moment privilégié que de partager un moment avec les partisans en tant que champions. Voici les réactions recueillies avant, en fait, donc le défilé. On a parlé, entre autres, à Lucas Beckman. On a parlé à Lucas Beckman, Raphaël Précourt, le capitaine Emmanuel Vermette, Jordan Pirigny. C'est vraiment impressionnant pour eux. Et on entend déjà les cris derrière aller, les Bleus. Cris de ralliement pendant les matchs. Donc, vraiment une effervescence au centre-ville. On a prévu environ des tirs d'à peu près 90 minutes jusqu'à 18h30. Et par la suite, un rassemblement à la zone portuaire où les joueurs seront présentés à la foule, vont s'adresser. Et ce rassemblement qui devrait durer environ une trentaine de minutes. Vous voyez l'effervescence, vous entendez, vous vivez à quel point pour les gens de Saguenay, c'était important. Ce moment qu'on attendait depuis 32 ans, c'était vécu avec beaucoup de fierté, d'émotion. D'ailleurs, dans son bilan de fin de saison cet après-midi, Yannick Jean a déclaré que c'était vraiment une fierté pour lui. C'était vraiment la paye de l'organisation que de voir la fierté des gens, de se faire apostropher dans la rue, de se faire arrêter pour se faire remercier, en fait, dire merci pour ces beaux moments, ces belles émotions et l'ambiance qui régnait au centre Georges Vézina lors du match numéro 6 contre Moncton surpassait vraiment celle de Kelowna pendant la Coupe Memorial. On parle des matchs en général, pas seulement ceux impliquant les Saguenayens. Donc, c'est un moment vraiment dont les joueurs vont se souvenir toute leur vie. Alors, est-ce qu'on est en mesure d'écouter? Ah, on n'a pas. OK, on n'est pas en mesure, me dit-on, Jean, d'entendre les commentaires que tu as recueillis, là. Problème à l'envoi, mais c'est quand même un excellent résumé de la situation, mon ami. Alors, profitez bien. Il fait une température superbe en plus. Et c'est une célébration qui est tellement méritée. Puis je suis content d'entendre que Jordan Tourigny va bien et qu'il est au cœur de ce défilé-là avec ce qu'il a eu à traverser malencontreusement et injustement, je le répète, au tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Alors, on laisse ça derrière nous et on se rappelle les bonnes vapeurs, les vapeurs d'un championnat chèrement acquis dans une saison hautement relevée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà la Coupe Gilles Courteau dans une autre des voitures de luxe, évidemment, et Tourigny qui est à bord avec Vermette notamment. Alors, c'est beau de voir ça. Est-ce que tu es en mesure peut-être de nous le faire entendre sur le volet, Jean? Est-ce que tu peux t'approcher ou... Je vais essayer. Ça risque d'être très difficile là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Le caméraman va se rapprocher. Au pire, tu seras dans la photo. Jordan, on est en direct à l'émission Jean-Charles. Quelques mots pour les partisans ou même pour au Québec en entier. Juste merci pour tout. Vous avez été présents du début jusqu'à la fin. Vous êtes supportés dans les hauts comme les bas. Je pense que cette journée-là, c'est pour vous autres. Puis merci beaucoup encore une fois. Merci, Jordan. Bonne route. Bravo, les boys. Bravo, les boys. Formidable. Voilà. Merci infiniment, Jean. Excellent travail. Bonne célébration. Et puis, voilà, bravo. Bravo à toute l'organisation des Saguenayens de Chicoutimi. Yannick Jean, les actionnaires derrière, le public extraordinaire. Quelle saison et quel printemps ils nous ont fait vivre. Salut, Jean. À une prochaine. À la prochaine.
Et vous avez vu une certaine sobriété. Pas que je déteste les débordements quand il y a des grands championnats, puis c'est normal d'en décapsuler une, puis après ça une autre, puis après ça un pichet. Mais ça demeure des kids dans le circuit de Cecchini. Alors, je pense qu'on fait ça dans une grande sobriété, mais célébrer dignement quand même et avec raison. Bravo encore une fois à tout le monde. Billet de saison vers 18h tantôt. Connor McDavid avec le Canadien. Réalité ou fiction? Mes modestes éclairages. Juste pour vous, bien sûr. On aura évidemment Philippe Boucher un peu plus tard dans le beau programme. On ira rejoindre à nouveau Renaud Lavoie, Raleigh, tout comme Félix Séguin et Alex Picard dans la cabine de description. Nos analystes ici à Montréal, aux premières loges de la finale, Alexandre Daigle et Maxime Lapierre seront également avec nous. On retournera probablement à Saguenay, je pense qu'il y est au cœur des célébrations, avec le Rooster Antoine Roussel, l'agitateur. Marinaro s'en vient également tantôt, mais pour l'heure au retour, l'un de mes favoris de l'organisation des Alouettes, Byron the Man Archambault. La saison commence ce week-end. Les Alouettes démarrent leur calendrier 2026 dans 48 heures. Avec nous, l'adjoint à l'entraîneur-chef Jason Moss, responsable des unités spéciales, Byron the Man Archambault. Comment ça va, mon ami? Top shape. Content d'être de retour. Comment ça va, toi? Très bien. Fébrile, Byron? Absolument. On est excités. Là, on a fini avec le camp d'entraînement. On a fini de se taper dessus nous autres mêmes. On a hâte de taper sur quelqu'un d'autre. Fait que je pense que l'énergie est excellente. On voit les gars, l'équipe numéro 1 là, au boulot, autant offensivement que défensivement que sur les unités spéciales. C'est sûr que j'ai un parti pris, mais on trouve que ça a l'air assez solide. C'est une courte semaine pour débuter la saison. On pourrait s'interroger sur la préparation, mais en même temps, elle perdure depuis un mois avec l'ouverture du camp d'entraînement. Absolument. C'est sûr que c'est une semaine qui est courte. On a juste 2 pratiques. Dans le fond, là, on a jumelé le jour 2, le jour 3 ensemble en termes de développement de pratique. Mais Hamilton aussi ont une courte semaine. Dans le fond, on a tous joué notre dernier match de pré-saison à la même date. C'est juste que nous, on a une journée de voyagement qu'ils n'ont pas. Donc, il va falloir faire fi de ça. Mais je pense que c'est une équipe qui est prête. C'est une équipe qui a hâte de retourner là-bas. La dernière fois qu'on était là-bas, c'était un match serré qui s'est bien fini pour nous. Donc, essayer de continuer sur cette lancée-là. Oui, il y a un bel ouvert du côté des Ticats. C'est ce qu'on dit à Hamilton, du moins, parce que c'est une reprise de la finale de l'Est qui a tourné à votre faveur. Important de mater le Tigre-Chat dès le départ, Byron, et comment tu entrevois de commencer la saison par un match à l'étranger? Pas de trouble avec ça? Absolument aucun problème. On a été très, très bons sur la route dans le passé. Puis on est une équipe qui est physique. Alors, il faut être qui on est. On est qui on est dans la vie, on change pas tant que ça, puis on va être physique là, en partant dès le premier jeu. Je pense que c'est le message là, qui est véhiculé là, au sein de ce vestiaire-là. C'est une équipe qui a faim. On voit Davis à l'œuvre. Davis, c'est un joueur qui est en excellente forme en ce moment. L'offensive clique sous lui. On voit qu'il connecte très bien avec ses receveurs. Le jeu au sol aussi est bon. Donc l'offensive, la défensive, puis nous autres même sur les unités spéciales, essayer de leur donner les meilleurs positionnements de terrain possibles. Je pense que ça va être une belle game. On dit qu'Alexander est à 100% pour commencer la saison. Autant il est électrisant et très excitant quand il est à 100%, autant à un moment donné, c'est un peu déstabilisant de voir que continuellement, il se met à boiter, il se met à avoir mal en quelque part, il va rater des matchs sur blessure ou il va jouer, mais dans un état où il ne peut pas être optimum au niveau de sa performance. Est-ce que tu es confiant que cette année sera la véritable année de l'envol pour Davis Alexander comme numéro 1 dans la pochette, là? Je pense que c'est super bien dit parce que c'est un joueur qui va compétitionner puis qui va te le cacher. Même s'il a mal, il va te mentir. Il va te le cacher. Il veut être sur ce terrain-là, donc il va combattre à travers ces blessures-là. Mais c'est un joueur qui a l'air d'être à 100% en ce moment. C'est un joueur qui est à son plein potentiel en ce moment. Puis si tu me demandes si c'est l'année, je pense que oui, c'est l'année. Parle-moi de Dustin Crum qui semble être une formidable police d'assurance. Absolument. Dustin Crum, on a un Bird's Nest, on fait des compétitions là, à l'interne ici. Puis j'ai vraiment appris à connaître Dustin parce qu'il est dans mon équipe de Bird's Nest. C'est quelqu'un qui a le sang-froid.
C'est quelqu'un, là, 100% dans tout ce qui est free throw. C'est quelqu'un sous la pression de toute l'équipe qui a aucune misère à performer. Il est capable de très bien fermer ses œillères et de voir sa cible. Puis c'est quelqu'un qui est capable de compétitionner. On l'a vu. Il y a eu des lignes offensives qui étaient très, très douteuses devant lui dans les dernières années là à Ottawa. Puis il a toujours été capable de s'échapper de la pochette, de s'échapper de la pression, puis d'étendre les jeux à l'offensive pour essayer de créer des opportunités, soit par la passe ou avec ses jambes. Donc c'est quelqu'un qui amène plusieurs atouts. Donc un très, très, très bon complément à Davis Alexander. Sans révéler les grands secrets du cahier de jeu à l'attaque, est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications, Byron? Parce que avec un demi à deux têtes américain, là, Scott III et Thies, on peut penser que on sera une véritable menace avec le jeu au sol. Là, Scott III ne sera pas en mesure de disputer le match de jeudi, me dit-on, en raison d'une blessure, mais rien de grave dans le temps. Il sera rapidement de retour au jeu avec l'équipe. Est-ce qu'on a, au débrief de la saison passée, placé une commande pour dire on veut avoir une attaque un peu plus variée, moins unidimensionnelle, portée sur, justement, le jeu dans les airs et le jeu long, là? Je pense que quand on regarde le jeu aérien, on a repris, dans le fond, exactement où on est terminé la saison. Davis Alexander a passé du temps là, avec Phil Pott, avec Snead, avec ses receveurs en Arizona pendant la saison morte. Donc, c'est sûr que c'est une dimension qui va être extrêmement dangereuse pour notre offensive. Mais quand Travis Tice court avec le ballon, il est dangereux aussi. C'est quelqu'un qui est difficile à plaquer. C'est quelqu'un qui continue à travailler à travers les plaqués, qui force des plaqués manqués. Donc, des missed tackles, c'est une énorme stat pour nous. Puis, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher un 5 verges par portée. Donc, ça te fait des deuxièmes essais qui sont pas mal plus simples. Ou si tu as besoin de convertir ton premier essai en deuxième essai moyen et court, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher ce premier essai-là. Donc, c'est définitivement un atout qui est spécial pour nous. On aime aussi le jeune Shamari Lawrence qu'on a été chercher dans le fond, là, en termes de développement là, de personnel, du personnel de dépistage ici, là, avec les Alouettes, qui ont été trouvés une belle perle, dans le fond, comme Travis Tice l'année passée. Donc, d'avoir deux jeunes porteurs dans le backfield qui courent, mais qui courent avec une faim, avec une arme, qui combattent à travers ces plaqués-là pour aller chercher plus de verges difficiles à aller gagner. Donc, c'est un style de football qui est physique, qui nous ressemble. Donc, c'est un très bon complément à notre explosivité offensive. Comment se passe l'ajustement au règlement, Byron, surtout en regard de la vitesse? Les règlements, dans le fond, sur les unités spéciales, là, il y a un règlement qui a changé en ce moment, là, puis c'est le rouge. Comment se positionnent les équipes face au rouge? Dans le fond, là, si le retourneur va prendre un genou dans la end zone avec le ballon en sa possession, il va concéder un point. Mais s'il laisse de faire rouler le ballon à travers du end zone jusqu'à la fin du end zone ou sur le côté, dans le fond, il n'y a pas de point qui va être échangé pour la balle, pour que la balle soit reprise aux 40 verges. Donc, c'est sûr que ça va être une dimension là, à ajouter. En termes de règlement, c'est sûr qu'il y a certaines modifications en termes de temps de jeu avec le clock à 35 secondes. Donc, c'est sûr que ça met un petit peu plus de pression de faire rouler les jeux. Le jeu va plus rapidement. On sent que la game est plus rapide. Si je vous donne un sentiment qui est personnel, dans le fond, après la dernière partie, j'ai trouvé que la partie a été extrêmement rapide. Que ça allait passer, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il est tôt. On dirait là, on aurait joué un autre quart. Donc, je pense que c'est du football qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus explosif. Puis, je pense que ça joue en notre faveur. On n'a plus le temps, mais tes unités spéciales ont été sensationnelles l'an dernier. Penses-tu réussir à step up encore cette année, oui ou non? On a commencé en pré-saison avec un bloc punt contre Ottawa, donc ma réponse à tous, c'est oui, définitivement. Tu m'aurais dit non, je t'aurais pas cru. Byron, merci infiniment. On se croise chez Bossa. Bon début de saison, puis à très bientôt, mon chum. Yes, sir. Ça arrête en pause. Bambino Marinaro débarque en studio. Au retour. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Comment ça va? Ciao, Bello. Ça va bien. Bon, tu as appris que Brendan Gallagher a pris tout le monde par surprise chez le Canadien? J'ai eu un appel hier. Quelqu'un très proche de la situation m'a dit que Brendan Gallagher en a surpris plusieurs hier. Ses compagnons de trio, puis j'imagine, le club s'attendait pas à cette transparence-là de Brendan qui a dit « C'est fini ici. C'est fini pour moi. »
Et de la façon dont il aurait réagi, là, as-tu l'impression que c'était planifié? Moi, je pense que c'était pas planifié. Ça a sorti tout seul. Je sais pas si c'était il s'est senti émotif, puis il a été obligé de dire que lui, il comprend que c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne d'autre que c'est fini, honnêtement? Écoute, je ne sais pas. Si tu me demandes, là, moi, je pense que c'était planifié. Puis moi, écoute, là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Là, je sais qu'on en a parlé un peu hier, là, mais c'est pas normal, si tu y penses. Là. C'est quand la dernière fois que tu as vu un joueur qui reste 1 an de contrat pour dire « Ici, avec moi, c'est fini, je quitte. » Et là, il dit où est-ce qu'il aimerait y aller. Tu peux pas faire ça dans la Ligue nationale, là. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça, là? J'ai pas dit qu'il y a quelque chose de mal à ça. Tabaslac. On l'a niaisé depuis 2 mois et demi. Puis je te donne raison. Là. Puis je te donne raison. Arrête, là. Puis je te donne raison. Hey, il y a eu une énorme classe parce qu'il aurait pu dire je ne comprends pas les décisions du coach. Puis on a vu la résultante. Qu'est-ce que j'aurais fait pire dans cette finale d'association-là? Il y a un paquet d'affaires qu'il aurait pu dire. Il n'en pense pas moins d'ailleurs, tu sais, comme moi. Il a été classique, mais puis il a craqué. Moi, je m'excuse, là, mais je pense que c'était pas planifié. Je pense qu'il y a eu l'émotion. Oui. Puis là, ça a sorti comme ça parce que il sait qu'il a pu devenir ici. Mais dans cette classe-là qu'il a eue, puis il était très respectueux. Mais si tu lis entre les lignes, là, il a lancé... il n'était pas content de leur décision. Ça va de soi. Ni de St-Louis, ni de Kent Hughes. Je pense qu'il aurait apprécié que Kent, évidemment, le supporte. Kent était, comme on dit, c'était difficile pour lui parce qu'il doit supporter aussi son entraîneur. J'ai parlé avec Stu Cowan du journal La Gazette aujourd'hui. Il m'a dit, Tony, depuis que Gorton et Hughes sont rentrés, là, écoute, 99% du temps, là, ils ont été très respectueux avec les membres du club de hockey canadien. Absolument. Que ce soit avec Jeff Petrie, qui on ont dit on va t'accommoder. Rien leur reprocher. C'est sûr et certain qu'ils avaient dit à Dominique Ducharme, on va pas te congédier, puis ils l'ont congédié, là. Mais ils ont toujours eu des bonnes communications avec les membres de leur staff. Ils ont toujours remercié des gars que ce soit Dvorak, que ce soit Armia, pour leur service avec le club de hockey canadien. Mais force est d'admettre que celui-là, là, écoute, c'est hier, là. C'est Brendan Gallagher qui a gagné la sympathie du public hier, là. Puis c'est pas le club de hockey canadien, ni je le maintiens, on a manqué un devoir élémentaire de respect envers un gars qui a tout donné à cette organisation-là, qui a sué sang et eau pendant 14 ans pour le Canadien. Il est dans le top 15 du plus grand nombre de matchs joués en carrière dans le plus prestigieux chandail de hockey de l'histoire. Il a joué 911. Il a marqué 246 buts. Il y a 2 saisons de 30 buts. La dernière fois qu'on est allé en finale de la Coupe Stanley, il jouait à droite sur le premier trio. En veux-tu d'autres? Ouais. On a manqué un devoir élémentaire de respect avec Brendan Gallagher. En contrepartie, il a été très respectueux. Il a juste craqué. Puis il voit bien qu'il n'y a pas d'avenir ici. Alors, il l'a dit. Rendu là, les journalistes ont fait leur job. Puis c'est sûr qu'il y a une préférence pour Vancouver. Il a gagné un championnat avec... il a joué 4 ans avec les Giants, je me trompe, avec Goulet, qui a gagné le championnat à Edmonton, qui vient de là. Alors, c'est un enfant chéri de Vancouver. Prince Albert, me semble, ou quelque chose, là. Non, il a gagné un championnat avec Prince Albert, mais à 19 ans, il en a gagné un avec les Oil Kings à Edmonton. Et c'est un natif d'Edmonton. Et Gallagher, lui, 4 ans à Vancouver avec les Giants. Il n'a jamais été oublié là-bas. Il a marqué cette organisation-là. C'est un immortel des Giants de Vancouver. Alors, puis les Canucks sont capables d'avaler son plein salaire. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dois toucher la base, le plancher. Le plancher, exact. Oui, puis le plancher monte en jouant le vert. Ils vont pouvoir, puis l'avantage qu'il y a avec son contrat aussi, c'est 6,5 sur la masse, mais lui a payé un salaire de 4 millions aussi. Alors qu'on dise ça se fait ou ça se fait pas, on connaît l'avenir, puis on sait que l'avenir, c'est ça. Rendu là, Gallagher l'a juste modestement dit, en craquant sur le poids de l'émotion. Tu sais, j'en parlais hier, je me rappelle pas si c'était avec toi ou un autre, mais lui, il arrive à l'Arena hier, là, il signe les bâtons d'hockey, les rondelles, les chandails, tu sais, la traditionnelle, le traditionnel chemin de croix avant de rompre pour l'été. Jusque-là,
Pas d'anormalité. Il voit ses buddies, fait des câlins, tu sais, tout va bien. Il sait qu'il y a un meeting avec Kent Hughes et Jeff Gorton après ça, avant de dire goodbye pour l'été. Mais quand il rentre dans le vestiaire, puis que tous les gars, les filles sont là, puis que les microphones sont là, avant ça, il n'y a personne qui parle de l'éléphant dans la pièce. Il n'y a personne qui parle d'avenir. Quand il arrive là, évidemment, tout le monde ne lui parle que d'avenir. L'émotion monte, il craque. Comportement humain absolument normal. Oui, pas de scandale là. Pas de scandale là. Oui, je pense que oui. Et d'habitude, un des premiers qui parle, d'habitude, c'est celui-là qui ne va pas revenir. Exact. Donc, il était un des premiers à parler. Pas de scandale non plus. Quand je dis le Canadien a manqué à son devoir élémentaire de respect, j'accuse personne. Ce n'est pas scandaleux. Il n'y a rien de scandaleux dans le fait de ne pas habiller Brendan Gallagher, mais c'est indélicat. Puis moi, à mon goût, à moi, c'est une décision de l'entraîneur que lui a jugé que Gallagher, il n'avait pas le patin pour jouer dans cette série contre la Caroline. Puis sais-tu quelque chose? Je comprends cette décision. Sauf que force est d'admettre que quand tu essaies quelque chose puis ça ne marche pas pendant un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, à un moment donné, là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait que le Canadien allait gagner match numéro 5? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Là. Les joueurs même le savaient qu'ils allaient perdre le match. Voyons donc. J'ai envie de te dire, même le match numéro 4 à Montréal. Tu regardais le langage corporel après le 4e match puis juste avant le 5e match. Tu avais un langage corporel, tout le monde, comme quoi la série était déjà finie. Exact. Alors, Gallagher est parti et on espère dans un endroit où il peut poursuivre sa carrière. J'espère. Et avoir un rôle et être bien utilisé. Moi, je veux te dire quelque chose. Lui, il va convaincre des équipes l'an prochain. Ben oui. Et il va aller chercher un autre contrat. Je pense que oui. Je suis d'accord avec toi. J'en suis convaincu. Je suis d'accord avec toi. Il n'y aura pas 5 ans. Mais il y a de la place pour un Brendan Gallagher quelque part dans la Ligue nationale. Il va signer un contrat il y a de 2 ans. beaucoup d'équipes qui jouent un style qui convient parfaitement à un gars comme Brendan Gallagher. Ouais. Est-ce que Kirby Dach a joué son dernier match avec le Canadien? Ça, c'est toute une question parce que, évidemment, si le Canadien ne peut pas aller chercher des morceaux ailleurs cet été, peut-être à court de joueurs, peut-être, il va être de retour. Mais moi, j'ai pas besoin d'une autre année pour voir Kirby Dach dans l'uniforme des Canadiens pour dire que Kirby Dach n'a pas sa place. Il n'est pas un joueur de premier trio. Il n'est pas responsable assez défensivement pour être un joueur de centre de 2e trio, ni un allié de 2e trio qui va jouer plus que 16 minutes par match. Il n'est pas assez bon défensivement pour être sur un trio défensif. Puis il ne donne pas assez de mise en échec. Il ne joue pas avec assez de constance ou énergie pour être sur un trio d'énergie. Il n'y a pas d'identité, malheureusement, pour le Canadien. Donc, j'espère me tromper. J'espère qu'il va pouvoir me faire avaler mes paroles, mais écoute, là, je pense que l'échantillon n'est pas petit, là. On a vu 4 ans de Kirby Dach avec des blessures. Peut-être on peut dire qu'on a vu 2 ans à cause de 4 ans moins des blessures. Mais dans ce temps-là, j'ai assez vu pour dire que je ne pense pas que Kirby Dach figure parmi... Je pense pas qu'il soit dans les plans à court, moyen, long terme de l'organisation. Et je pense que c'est la dernière fenêtre pour en obtenir quelque chose, ne serait-ce que si peu, mais en obtenir quelque chose. Je m'explique. C'est encore un jeune joueur, mi-vingtaine. C'est un gars qui n'a pas assez joué en raison des malchances et des blessures. Elles ne sont pas récurrentes au même endroit, donc il n'y a pas un problème chronique. Il est juste malchanceux. Ça demeure un 3e choix total d'un encamp amateur. Il y a un GM quelque part qui est prêt à prendre une chance avec Kirby Dach. Je pense que oui. Parce que quand tu regardes les bons flashs de ce gars-là, il y a quelqu'un qui se dit « Moi, on va le faire marcher de même à toi et soir. Ouais. » Comme faut pas oublier, Jeff Gorton et Kent Hughes se sont dit ça quand ils sont allés le chercher à Chicago. Mais là, je pense qu'après 4 ans, ils acquièrent la même conviction que Stan Bowman avait à Chicago. On a vu ce qu'on avait à voir de ce gars-là. On ne peut pas construire avec. On l'échange. 6 pieds 3, 220, 25 ans. C'est la seule affaire qui m'énerve. 6-3, 2-20, tu remplaces... Parce que si tu me remplaces ça par 5 et 11, 180, je me fâche. Là. Parce qu'on a passé des des 6-3, 2-20. Mais moi, je me fâcherais plus quand je vois un 6 pieds 3, 220 qui ne frappe pas. Exactement. Ça me frustre encore plus. Exactement. Ah oui. Tu vois comme on est d'accord. Mais oui, on est vraiment... Mais là, il part quand? Parce que il faut soumettre l'offre qualificative pour retenir ces services. Qui est 4 millions. Qui est 4 millions. Est-ce qu'on veut étendre 4 millions? En même temps, 4 millions avec la nouvelle masse salariale, c'est des chaussures. Mais il faut que tu sois certain d'être capable de le passer après. Puis là, des GM t'attendent avec une brique et un fanal.
Je pense que oui. Ben voyons donc. Je pense Il est libre comme l'air 3 jours après la date limite pour confirmer le 4 millions. Je veux que le Canadien construise leur équipe de la même façon que les Hurricanes sont construits. Mais est-ce que Gorton Deux trios offensifs, un trio défensif, un trio d'énergie avec une identité. Point. Est-ce que Gorton et Hughes sont capables d'admettre d'avoir déboursé quelque chose puis que ça n'a rien donné? Parce que ça, c'est la transaction dans laquelle Romanov fait partie, notamment. Oui, et 2 choix de repêchage. Et 2 choix de repêchage. Et les Blackhawks de Chicago, avec leur choix, ils ont choisi Frank Nazar. Est-ce qu'on veut absolument le bilan le plus reluisant où on est capable de dire, hey, on s'est trompé, c'est pas grave, la moyenne est bonne? Oui, est-ce qu'ils se sont trompés, oui ou non? Parce que Kirby Dach a aidé le Canadien à passer à travers le Lightning de Tampa Bay. Oui. Et cette série-là a donné droit à un deuxième ronde. Oui. Ça a donné beaucoup d'expérience au jeune noyau des Canadiens. En principe, le Canadien a perdu cette transaction-là, mais il a aidé le Canadien à jouer des matchs de plus dans les séries éliminatoires. OK, maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant. Toi, tu veux 2 trios offensifs. Oui. Un 3e trio qui excelle sur 200 par 85, mais à merveille et en équilibre. Et une 4e unité d'identité et d'énergie. Qu'est-ce que je viens de te dire? Avec une moyenne de 6-3, 2-25. On est d'accord? Evans et Dano ensemble sur le 3e trio défensif. Anderson doit jouer sur le trio d'identité. OK. Question. Est-ce que Martin Saint-Louis est capable de diriger un club de même? Parce qu'un club de même, du premier au dernier, tes trios ne jouent pas de la même façon. Ils ont une identité propre à chacun des trios, ou si Martin préfère un équilibre avec 4 trios capables d'appliquer le même système, de jouer de la même manière et d'obtenir les mêmes résultats. Et la question est vraiment pour Martin Saint-Louis, parce qu'elle oriente les travaux de Gorton et Hughes. C'est une bonne question. Je pense que cette défaite-là contre la Caroline lui a fait ouvrir les yeux. Bien, quand il dit dans le point de presse, qui a été son dernier finalement, moi, on a beaucoup appris dans cette série-là. Moi, comme entraîneur-chef, j'ai beaucoup appris dans cette série-là. Je pense que oui. Et Tabaslac, on peut-tu demander qu'est-ce que tu as appris, Martin? Dis-nous ce que tu as appris, Martin. Dis-nous top 3 des affaires que tu as appris dans cette série-là. Et là, s'il nous dit, je comprends que ça me prend des unités différentes en attaque, même affaire en défensive. Il a voulu avoir un six-pack en équilibre. Au lieu d'avoir un top 4 avec Hudson à gauche, Dobson à droite, Matheson à gauche, Carrier à droite, puis le shérif Jacky avec Goulet, sa 3e paire, à 8 minutes, venez-vous-en, on joue du Sherwood. Il faut dire aussi que quand Kent Hughes a dit hier là, que cette équipe-là, il est en manque au niveau de la physique puis le jeu défensif, j'aurais aimé qu'on lui pose, là, au niveau du jeu défensif, est-ce que vous allez suggérer un tacticien défensif à Martin pour son staff? Quand les gardiens but manquaient de constance, là, quand ils n'étaient pas satisfaits des gardiens but, est-ce qu'ils l'ont échangé, le gardien? Est-ce qu'ils ont amené un autre gardien but, entraîneur des gardiens but? Ça se peut-tu que les Canadiens vont amener un autre? Parce qu'oublie pas, depuis que Burroughs joue, il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Le Canadien, c'est le club le plus léger derrière le banc. Rien à voir avec les mensurations des 3 gars qu'il y a là. Il manque un membre. Minimum, il y en a qui en ont 2 de plus. Il en manque au moins un. Il n'y a pas un club... Je pense que c'est le seul club de la Ligue nationale qui travaille à 3 en arrière du banc, sauf erreur. Même Torts a 3 gars avec lui en arrière du banc, sauf erreur. OK, priorité 1. Demidov, Dobesch, centre numéro 2 ou gros défenseur droitier robuste, un vétéran? Centre numéro 2, parce que on a vu que le prix à payer durant la date limite des transactions est beaucoup trop élevé. C'est le temps durant l'été pour aller chercher. Priorité numéro 1, centre numéro 2. Michael H. Convainc-le. Faut que tu refasses un pitch et que tu t'entendes avec puis qu'il se rapporte pour le camp. Tout est réglé à Michigan. Là. Ils ont fait le plein. Les NIR l'ont volé partout. Là. C'est parfait. Amène-les à cette heure. As-tu des informations là-dessus? Ça fait 2 jours que t'en J'ai parles. rien dit, moi. OK. Mais ça devient une priorité. Je pense que tu ne peux pas le perdre pour rien dans 2 Je pense que quelqu'un a parlé à ton oreille. Je ne sais pas. Anthony Martineau, au retour. Restez là. Anthony Martineau est avec nous pour poursuivre la conversation au sujet du Canadien. Ça va bien, Anto? Ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, tu veux nous présenter ton propre bilan à titre de journaliste affecté à la couverture du Canadien. D'abord, ceux parmi les joueurs qui ont eu une augmentation de rendement, disons-le comme ça, lors des séries éliminatoires par rapport à la saison, Anto.
Exact, et c'est très important de le préciser. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs globalement, mais quels ont été les joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu, Jean-Charles, au moment où ça comptait le plus, au fond, en séries éliminatoires. Alors, on vous a préparé différents tableaux pour vous mettre ça en image, toujours plus facile de se situer. Vous voyez, les gars sont en vert. Ça veut dire qu'il y a, selon moi, bien sûr, une différence marquée entre la saison et les séries par rapport au rendement. Le joueur qui arrive au sommet, pour moi, c'est Kaiden Goulet. Kaiden Goulet qui finit au premier rang des défenseurs du Canadien pour les points à 5 contre 5 en série, pour les mises en échec, pour les tirs bloqués, alors qu'il avait eu une saison, comme vous le voyez, plutôt difficile avec un 65%, mais vraiment, Kaiden Goulet qui a disputé en plus les 2 derniers matchs sur une patte, là, m'a beaucoup plu pendant les séries éliminatoires. C'était pas parfait, mais il a su élever son jeu, Jean-Charles. Deuxièmement, comment oublier Jakub Dobeš? Tu sais, on voit Dobeš, il a eu des difficultés en début de saison jusqu'en mars environ, mais depuis le début du mois de mars, pour lui, ça n'a été qu'en augmentant son impact sur l'équipe de hockey des Canadiens. Je sais, si ce gars-là ne se présente pas en série, on parle pas d'un printemps aussi long que celui qu'on a connu à Montréal, et il faut rappeler une chose, il est encore tout jeune. Les autres, eh bien, ça va en descendant, mais ce sont des joueurs majoritairement de profondeur qui ont su vraiment se présenter. Les Josh Anderson, pour moi, ont été vraiment meilleurs en série qu'en saison. Robustesse, Jake Evans, qui a eu le mandat difficile d'être ton deuxième centre, a livré quand même à 5 contre 5, peut-être pas autant qu'un vrai deuxième centre, mais ça, c'est pas de sa faute. Bolduc, Newhook, comment ne pas mettre Newhook là avec ses 2 buts gagnants, 7e match. Carrier, Danault, Texier, pour moi aussi, ça a été beaucoup mieux en série qu'en saison. Mais tu sais, Kirby Dach, tu vois, il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas régressé. Mais c'est pas nécessairement une bonne affaire non plus parce qu'il n'a pas progressé. Pour moi, ça a été un non-facteur, à part pour peut-être un match en série. Il en a pas fait assez vraiment pour mériter des félicitations. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord avec le tableau de façon générale. Pour moi, il y a un bémol, il est quand même important, là. Je pense qu'on devrait retrouver, si on peut nous le remontrer, s'il vous plaît, pas Philippe Danault, mais Alexandre Carrier devrait être en progression de 15 % tant qu'à moi. Attribuer la note de 80 % à Carrier en série, ça m'apparaît très mince pour la stabilité qu'il a apportée. Il ne faut pas oublier qu'il est entré en série par la porte de côté, revenant peut-être un peu plus tôt que prévu d'une blessure qui aurait mieux pris le temps de guérir en saison régulière. Et il a été extraordinaire. Il n'y a pas un défenseur du Canadien qui a eu l'efficacité de Carrier pour tuer des jeux. Alors, pour moi, il y aurait eu une progression de 15 % et il serait deuxième au classement général à l'issue de la saison versus les séries. C'est peut-être le seul bémol pour ma part, Anto. Non, je te le donne, tu vois, ça sert à ça, les discussions. T'as raison, honnêtement, puis il faut considérer le fait, comme tu dis, qu'Alexandre Carrier soit revenu dans un état où il n'était pas à 100 % exact. Et qu'il a quand même su livrer par la suite. Alors, tu vois, je te donne raison là-dessus. Maintenant, j'ai hâte d'avoir ton avis sur l'autre classement. Ouais, les joueurs qui ont baissé de régime, évidemment, ça m'excite de voir ça, là. Exact. Alors là, je veux juste clarifier une chose. Lane Hudson, tu vois, il a baissé de régime un petit peu en série, mais ça veut pas dire qu'il a été mauvais. C'est juste qu'en saison, il avait été formidable. Alors pour moi, 5 % moins bon en série qu'en saison, on peut attribuer ça à plein d'affaires. Tu sais, les joueurs autour de lui ont super-formé. Bien entendu, il n'était pas à 100 % de ses capacités. C'est juste qu'il y a des petites erreurs que Hudson a fait ici et là qu'il n'a pas fait en saison. C'est la seule raison pourquoi il se retrouve dans le tableau, disons, plus rouge. Mais tu sais, normalement, tu gardes une stabilité quand même pas pire quand tu passes de 95 à 90 %. Nick Suzuki, pourquoi 80 alors qu'il n'a peut-être pas produit à la hauteur des attentes? C'est parce qu'il a quand même réussi des mandats défensifs, Jean-Charles. Il a quand même été physique lors de certains matchs où il savait pas trop quoi faire avec la rondelle. Je veux dire, c'est le moins pire des trois, selon moi, sur le premier trio. Et ensuite, si on défile les autres joueurs, tu sais, Ivan Demidov, je l'ai fait baisser de 20 %. Pourquoi? Parce qu'à part quelques flashs ici et là, oui, il a marqué un beau but contre les Hurricanes, là, et c'est une recrue, c'est correct, je comprends. Mais j'ai vu seulement des flashs, alors que j'aurais aimé le voir au moins prendre le contrôle d'un match une fois. C'est arrivé contre les Sabres au Centre Bell, là, je me rappelle d'une séquence où j'ai regardé Max Lapierre en lui disant « Et tabarouette, si ça pouvait être ça », puis il m'a ramené, il m'a dit « Il est encore jeune ». J'ai dit « T'as raison ». Mais globalement, c'est quand même pas des séries formidables pour Ivan. Et ensuite de ça, les 4 plus déméritants, Matheson, Stavkovsky, Dobson et Caulfield, pour moi, ont connu des séries vraiment pas assez satisfaisantes, en fait, pour que le Canadien ait une mince chance de passer les Hurricanes. Tu sais, Slavkovski qui nous est vendu comme un attaquant de puissance, je sais qu'il n'était pas à 100 %, quoi qu'il nous a dit le contraire, là. Mais il peut pas être le gars qui frappe le moins sur son trio en série, là. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Je pense que ton regard est juste en tout point, Anto.
Mon seul bémol, et c'est un moins gros bémol que dans le tableau au vert, mais c'en est un quand même, pour tout ce qu'il a fait pour l'organisation, pour tout ce qu'il représente, parce que c'est lui qui a le sceau, le tag du joueur franchise de l'organisation, et aussi parce qu'on s'est entêté à l'utiliser tantôt avec un, tantôt avec l'autre, tantôt avec un, tantôt avec l'autre, plus souvent qu'autrement, du mauvais bord, c'est-à-dire de son côté faible. On l'a exposé aux blessures, à se faire frapper sans vergogne en finale d'association. Je pense que Lane Hutson eût mérité d'interchanger avec Kirby Dach et de laisser Kirby Dach Hutson au vert et Dach glisser à -5. C'est le seul bémol que j'aurais fait parce que Hutson, de le voir au rouge, même à -5, je sais que c'est fragmentaire, là, c'est une fraction de décimale, mais pour moi, ça fait mal parce que ce petit gars-là est tellement important dans l'échiquier du Canadien et je trouve qu'on ne l'a pas supporté adéquatement. Non, mais ça, t'as 100% raison. Puis, tu sais, la raison pour laquelle il est au rouge, parce qu'il avait été presque parfait en saison. Tu sais, moi, j'ai trouvé ces séries formidables, encore une fois, à Lane Hutson. Puis, tu sais, il y a des facteurs qui expliquent pourquoi il a commis ces erreurs-là, puis tu fais bien de les rappeler. Et c'est un problème, d'ailleurs, que devra gérer l'organisation, mais de le faire jouer de son mauvais côté. De un, ça ne l'aide pas. De deux, de le faire jouer avec un défenseur qui, parfois, est même pas assez bon pour jouer. Ça non plus, ça ne l'aide pas. Alors, c'est vrai que si tu prends ces éléments-là en compte, encore une fois, tu vois, discuter, c'est toujours le fun. Il aurait peut-être mérité d'être Steven. Il y a 15-16 points en 19 matchs de série ce printemps? Oui. Mais en saison, par exemple, tu sais, c'était autant de production, mais des erreurs moins coûteuses. Tu sais, moi, c'est les petites erreurs de « mais, regarde, encore là, il y a des facteurs qui expliquent ça. » Puis là, ça va être à Ken Hughes, en passant, de prendre une boîte de sauvetage, là, puis de lui dire, tiens, je vais t'aider, moi aussi. Ben oui. OK, le Canadien est éliminé. Tu vas être avec nous pour les prochaines semaines quand même. Qu'est-ce que ça te réserve en 10 secondes? Ben, les dossiers prioritaires des Canadiens. Ce sont lesquels, ultimement? On va en parler, on va les décortiquer, toi et moi, parce qu'on aime ça, décortiquer des dossiers. On suit ça avec intérêt et on poursuit l'intéressante conversation. Merci, Anto. Excellent travail. On s'arrête en pause. On a toute une deuxième heure pour vous. Félix Séguin, Alex Picard, Renaud Lavoie à Raleigh. La finale de la Coupe Stanley commence ce soir. Alexandre Daigle, Maxime Lapierre, Antoine Roussel et Philippe Boucher, tous ici avec nous en studio. Billet de saison retour, Mythe ou réalité, McDavid Montréal.